Bonjour à tous, donc je suis Olivier Pierret, je suis à la tête d'une petite association qui s'appelle Alliance Perma. Et ici, on va vous présenter un design qui a été donné dans le courant de cette année, en 2022 et 2023. Ce groupe-ci va vous présenter ici, devant image, sa présentation. Et c'était une année vraiment géniale avec ce groupe. Certains ont suivi les cours de permaculture. Et donc ça, vous pouvez voir sur le site allianceperma.com. Voilà, donc on va commencer par la présentation par Corinne. Donc moi, je commence par vous faire une petite introduction sur les principes généraux de la permaculture. La permaculture est une démarche, une philosophie. Le but est de prendre soin de la nature, des hommes et de partager équitablement. On connaît tous le logo de la permaculture, prendre soin de la terre, prendre soin des hommes, partager équitablement. Voilà. Il s'agit de concevoir des cultures, des lieux de vie autosuffisants et respectueux de l'environnement et des êtres vivants. Comment? En s'inspirant du fonctionnement des écosystèmes, observation de la nature, avec des savoir-faire traditionnels. C'est une éthique et beaucoup de bon sens, visant à utiliser au mieux les ressources à disposition sur place, éviter le gaspillage, favoriser la récupération, les échanges, répartir les surplus. Alors, un des pionniers de la permaculture est David Holmgren. Il a donné 12 principes principaux de la permaculture qui sont les suivants. Observer et interagir, capter et stocker l'énergie, produire, s'autoréguler et accepter la rétroaction, utiliser et valoriser les ressources, les services renouvelables, ne produire aucun déchet, partir des grandes structures pour aller jusqu'au détail, intégrer au lieu de séparer, utiliser des solutions lentes et à petite échelle, se servir de la diversité et la valoriser, utiliser les bordures et valoriser la marge, être créatif face au changement. Le deuxième pionnier de la permaculture est Bill Mollison. Donc lui, on le connaît un peu mieux parce qu'il a dit des choses qu'on connaît tous, travailler avec la nature plutôt contre elle, le problème et la solution, faire le changement le moindre pour le plus grand effet, les seules limites sont celles de notre imagination, toute action a un effet sur son environnement, chaque élément du système doit remplir plusieurs fonctions, chaque fonction doit être remplie par plusieurs éléments, la diversité est la base de la résilience. Et enfin, prendre la responsabilité de sa vie maintenant. Le design correspond à une phase de création du lieu situé en amont de tout projet. C'est une étape essentielle avant de mettre les mains dans la terre. Bien plus qu'un simple plan, il fait figure de guide et de boussole pour chacune des zones du terrain. Un bon design met aussi en valeur ses atouts et pallie à ses défauts. Alors moi, je vais commencer par vous parler de l'observation de la situation actuelle qui sera représentée sur le plan directeur. L'écolieu se situe sur la pénétrante pour accéder au village de Sospel. Son altitude est d'environ 400 mètres. C'est un village médiéval de 4000 habitants, à 20 km de Menton dans les Alpes-Maritimes. La propriété compte environ 7 hectares composés essentiellement de forêts en restanque. La nature du projet est de créer un lieu de vie, produire de l'alimentation qui va aller vers l'autonomie vivrière, proposer des formations et du développement personnel et héberger des personnes. Donc le projet est de faire un écolieu pouvant en parallèle accueillir plusieurs familles, visant au plus près l'autosuffisance en alimentation, en eau et en énergie, et de recevoir du public pour des formations, des stages dans les domaines de la permaculture et du développement personnel. Au niveau des habitants, nous avons 3 adultes présents sur le lieu, de 47 ans, 55 ans et 57 ans. Ils sont végétariens et mangent des légumineuses et plantes sauvages du terrain. Il y a aussi 3 intervenants extérieurs qui viennent régulièrement et la présence d'un adolescent. Pour les métiers, Olivier est ingénieur en agronome
est expert en permaculture. Antonio n'a pas de formation en permaculture. Nadia est coach en développement personnel et n'a pas d'expérience en permaculture. Les 3 intervenants externes ont une certaine expérience dans le maraîchage. Les disponibilités. Olivier peut consacrer plusieurs jours par semaine au projet. Antonio aimerait pouvoir consacrer beaucoup plus de temps. Nadia travaille au développement du lieu. Les 3 intervenants viennent 2 à 3 fois par semaine pour s'occuper du potager. Les capacités de travail. Les habitants ayant entre 40 et 60 ans, leur capacité physique tend à s'amenuiser. Il y aura besoin de main-d'œuvre, au moins une personne à plein temps. C'est le cas depuis le mois de septembre. Les capacités et expériences de travail en communauté. Nadia et Olivier animent tous 2 des ateliers dans des domaines différents. Ils ont une expérience vécue de la dynamique des groupes et de la collectivité. Antonio est un excellent médiateur. Pour les finances, au niveau financier, les revenus divers actuels des participants permettent ponctuellement le développement du lieu. Les revenus sont très variables et difficilement quantifiables. Le groupe essaye de récupérer un maximum de choses de seconde main. Les gros investissements de départ sont quasiment réalisés. Il y a 2 maisons, des panneaux solaires, une voirie. Après l'installation, les revenus augmenteront avec une vente de produits et des propositions de formation. La situation se précisera en fonction des habitants qui viendront vivre sur le lieu. Le revenu espéré est un revenu minimum pour entretenir le lieu et pouvoir le développer. Les dépenses à prévoir sont pour l'espace d'accueil, l'autonomie alimentaire, la gestion de l'eau et les voiries. Je vais maintenant vous parler du lieu. Le lieu est un terrain, le terrain est en planche assez large d'environ 6 mètres sur le haut du terrain et de plus en plus étroite en descendant. Le point le plus haut se situe à 485 mètres d'altitude et le point le plus bas, 450 mètres. Je vais maintenant vous parler de l'ensoleillement. Le diagramme solaire permet de voir le parcours du soleil. En rouge, nous pouvons voir le parcours du soleil au solstice d'été et en bleu au solstice d'hiver. Cela permet d'orienter les éléments en fonction de la courbe du soleil. Il est important de prendre en compte les reliefs qui amènent de l'ombre et du coup le soleil n'apparaîtra pas à 6 heures mais un peu plus tard car il y a l'ombre. Moi je vais vous parler du climat qui règne à Sospel. Pour déterminer le climat qui règne à Sospel, nous avons utilisé les zones USDA ou zones de rusticité qui sont des zones uniformisées pour l'acclimatation des végétaux dans le monde. C'est un système qui a été inventé par le département de l'agriculture des États-Unis. Il y a 14 zones, elles-mêmes coupées en 2 zones A, zone B, donc ça part de la 1A jusqu'à la zone 14. Et Sospel se trouve à la limite de la zone 8B et 9A. Voilà, la zone orange et la zone jaune. La zone jaune, c'est la zone 8B qui est un climat océanique franc, c'est-à-dire avec une amplitude thermique relativement faible, moins de 13 degrés d'écart entre la plus basse et la plus élevée, des étés avec des jours de chaleur peu nombreux, des précipitations annuelles assez importantes dans les 1000 mm. Excuse-moi, des étés avec des jours de chaleur nombreux. Non, le climat océanique, ils sont peu nombreux justement, c'est la limite entre les deux. Okay. Là, moins de 4 jours chauds par été. Ça correspond vraiment au climat de Sospel, ça ? Et on est à la limite. Il y a eu des étés où maintenant, les zones, il va falloir les refaire peut-être, hein, mais... Bon, ben je vous le dis pas ça, tu veux. Enfin, moi sur le truc USDA, c'était marqué ça. Hein. Ok, belle aparté, ouais. Donc on recommence à zéro ou... Non, c'est très bien, c'est une bonne réflexion. On continue?
Voilà, les températures minimum dans cette zone sont de moins 12 degrés. Et ensuite, il y a le climat méditerranéen altéré, puisque effectivement, on est à vol d'oiseau à une dizaine de kilomètres de la mer, même si on est coupé par le col de Castillon. Donc là, ça correspond à des hivers relativement frais, mais surtout des étés beaucoup plus chauds, avec un nombre de jours chauds et qui est de plus en plus important avec le changement climatique. Un cumul de précipitations annuelles un peu moins important, dans les 800 mm, et des minimums qui sont entre moins 6 et moins 4 degrés. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de journées de matin assez frais à Sospel où il fait moins 8, moins 10. Voilà. Donc l'intérêt de connaître les zones de rusticité, c'est pour acclimater les végétaux et les animaux qu'on pourra mettre sur le terrain. Et cela permet de trouver dans d'autres régions du monde des plantes à zone de rusticité identique, en vérifiant quand même auparavant que ça ne soit pas des plantes invasives. La pluviométrie à Sospel, donc en moyenne, elle était de 1000 mm jusqu'à ces dernières années. Sur les 5 dernières années, c'est descendu à 800. Et l'année 2023 est assez catastrophique puisqu'on est à 300, c'est-à-dire à la limite du désert. C'est une grosse sécheresse et c'est la deuxième année que ça dure. Le vent à Sospel, donc la Côte d'Azur est soumise à deux vents principaux qui sont le Mistral qui vient de l'ouest et le vent d'est qui vient de l'est. Mais comme on est en zone montagneuse, à Sospel, le vent dominant suit la vallée, c'est-à-dire il part du sommet du col de Castillon et il suit la vallée vers le village. Le sol du terrain, il est essentiellement argileux, il y a très peu d'éléments. Cela a un avantage, c'est que l'argile conserve très bien l'eau. Par contre, ça demande un gros travail de préparation pour le maraîchage, car les sols sont assez compacts. Il faut régulièrement les amender. Mais par contre, si on arrive à avoir un bon complexe argilo-humique, ça sera très favorable pour la culture, avec pas mal de travail. Donc maintenant, on passe au diagnostic du site, diagnostic animal et végétal. Donc le site se trouve en contrebas de la pénétrante qui va au village de Sospel. Il est essentiellement en restant assez large, qui font jusqu'à 6 mètres. Il y a des arbres fruitiers anciens, des oliviers, des pommiers. Des arbres récents ont été plantés ici, le long du parking et sur l'ancien et sur le potager. Et sinon, il y a une grande partie qui est de la forêt. Le potager se trouve ici, sous la piste d'accès au parking. Il est relativement récent, il est cultivé depuis 2 ans, il fournit des légumes depuis 2 ans. Sous le potager, un poulailler avec 5 ou 6 poules a été implanté aussi. Donc, pour la variété des arbres et la densité, les arbres fruitiers se concentrent sur le haut du terrain, mais ils ne produisent pas encore parce qu'ils sont jeunes, ils ont 2 ou 3 ans, ou plus parce qu'ils sont vieux et ils n'ont pas été entretenus depuis plusieurs années. Donc les arbres anciens à tailler, il y aura des oliviers, des pommiers et des pruniers. Les fruitiers récents, pêchers, abricotiers, pommiers, mûriers, vignes, amandiers, figuiers. Il faudra encore attendre quelques années avant qu'ils produisent. Et le bas du terrain accueille essentiellement des arbres forestiers et quelques arbres fruitiers, des pommiers rustiques, des noyers, qui sont au milieu des chênes et des pins. Au niveau de la santé de ces plantes, donc les arbres forestiers ne semblent pas poser de problème. À noter quand même comme il y a beaucoup de pins sur Sospel, il y a des chenilles processionnaires. Les arbres récents sont évidemment à surveiller. Les arbres fruitiers anciens seront à surveiller ou à éliminer dans certains cas, quand vraiment on s'aperçoit qu'ils sont en fin de vie. Pour l'année 2023, il faut quand même noter que même parmi les arbres forestiers, il y en a qui commencent à souffrir de la sécheresse. Au niveau de la faune, il faudra prendre en compte pour la protection des végétaux et des animaux qu'il y a beaucoup d'animaux sur Sospel, des cervidés, des sangliers, des insectes, des mustélidés, des canidés, des oiseaux, granivores, insectivores et des rapaces, qui aiment bien les poules. Pour les ressources en eau du terrain, donc on l'a dit au début, il y a 2 vallons. Le premier qui est ici, la Sambora, qui coule toute l'année.
et un petit vallon là qui arrive qui passe sous la route et qui lui ne coule que l'hiver. L'été généralement il est sec. L'eau de pluie, il y a une source ici qui alimente un bassin de 20 mètres cubes. Cette source heureusement coule toute l'année, y compris l'été en période de sécheresse pour l'instant. Et l'eau de pluie n'est récupérée que très partiellement. Au niveau de la distribution de l'eau, il y a un tube qui sort du bassin et qui alimente les habitations, le potager. À noter que, quoique apparemment de bonne qualité, l'eau n'est pas analysée, donc elle n'est pas potable, elle doit être filtrée en aval. Et les eaux usées passent par un système de phytoépuration, un qui se trouve sous les maisons ici pour les habitations et un qui se trouve ici pour la zone d'accueil. Pour les habitats, la maison de Nadia et Antonio a une capacité d'accueil de 3 personnes. Le carter d'Olivier, une capacité d'accueil de 2 personnes. Le terrain est non constructible. Il existe une rune cadastrée en haut du chemin sous la route. Pour la zone d'accueil, qui se trouve ici, c'est une zone qui doit accueillir été comme hiver une douzaine de personnes pour les activités proposées par Nadia, Antonio ou d'autres intervenants. Elle se situe en bas du terrain, à côté des ruisseaux. L'équipement présent, on a un tipi, un carter, des huttes de sudation, une plateforme où il y a des formations qui ont lieu, une cuisine, des toilettes sèches et une douche. Et au-dessus de la piste, on a l'emplacement de camping avec des douches. Pour les voiries, il y a 2 entrées depuis la route, un portail en construction à ce niveau-là, sur l'entrée ouest où débute une piste menant au bas du terrain, juste au-dessus de la zone d'accueil. Une bifurcation va vers les habitations. L'entrée est débouche sur le parking à gauche, donc ici. Une piste mène sur le terrain voisin. Le potager se situe juste en contrebas de cette piste. Il y a différents points d'accès vers le potager et les habitations. Ce point sera développé dans le design. Alors, après avoir vraiment précisément étudié le lieu tel qu'il est, avec toutes ces contraintes météorologiques, le sol, les pentes, on va passer maintenant au design, qui est donc le projet que l'on a fait sur le lieu et qui permet de se projeter dans un avenir jusqu'à 5 années. Voilà, donc je vais vous parler du zonage. Le zonage en permaculture, c'est diviser un jardin en zones qui répond à un besoin essentiel en permaculture, celui de s'organiser au plus près des besoins des habitants, d'optimiser les ressources et d'épargner leur énergie. De la zone 0, alors là je vous montre un schéma qui est général, qui est assez connu. On part de la zone 0 qui est l'habitat à la zone 5 qui est la zone sauvage. Ils vont rayonner peu à peu vers le potager et vont rayonner peu à peu le potager, le poulailler, les gros animaux et la zone sauvage. Voilà. Donc, en effet, il y a des endroits qui nécessitent des visites régulières, voire plusieurs fois par jour, et d'autres beaucoup moins. Donc découper votre terrain en zones vise alors à optimiser le travail sur place. Généralement, plus la fréquence des soins et des récoltes est grande, plus ils devront se faire à proximité de lieux de vie, qui correspond à la zone 0. À quoi correspondent les différentes zones? Donc la zone 0, c'est donc l'habitat. La zone 1 est celle où vous rendez le plus souvent, là où le besoin d'observer et d'agir est le plus important. Elle concerne l'espace détente où vous prenez vos repas, par exemple, mais aussi le potager, aux récoltes régulières, salades, les plantes aromatiques placées idéalement à côté de la cuisine, la réserve d'eau pluviale, une serre, le compost. La zone 2 est l'emplacement pour les petits animaux. C'est ici qu'on installe le poulailler. Ils trouveront aussi leur place les cultures nécessitant un entretien régulier, arrosage, mulching, les fruitiers aux récoltes longues ou fréquentes, les haies fruitières. Le potager utilisé de façon extensive, les ruches, le lombricompost.
Voilà. Ça, c'est la zone 2. En zone 3, il existe peu de zones 3 en milieu urbain. On y retrouve les animaux de taille moyenne, les cultures de céréales, les cultures de biomasse, le fourrage ou le mulch, les pâtures et les étangs. En zone 4, la zone 4 est semi-sauvage. Elle nécessite peu d'intervention et correspond aux surfaces pâturées et boisées, pour le bois de chauffage par exemple, et à celles qui accueillent les grands animaux. Attention, voilà. La zone 5, nous entrons ici en zone sauvage, où les interventions sont quasi nulles. Forêt, marais, tourbières. Elle est dédiée à l'observation de la nature et l'accueil de la vie sauvage. Mais des noyers, des châtaigniers, par exemple, doivent y trouver leur place, leur récolte n'ayant lieu qu'une fois par an. Comment définir les zones du terrain? Par l'observation et l'analyse. Une observation intensive de 12 mois du terrain est conseillée afin d'avoir tous les éléments pendant les saisons. Chaque design a donc un zonage unique. Il doit s'adapter à son lieu et ses besoins. Il faudra donc en prendre en compte les éléments existants. Le zonage est donc un outil très efficace pour l'aménagement du terrain. Être attentif à l'homme et donc prendre soin de soi est l'un des principes fondamentaux de la permaculture. En minimisant les trajets inutiles sur le terrain, on facilite le travail et on gère l'ensemble avec efficacité. Cette étape est cruciale avant de vous permettra d'économiser du temps et de l'énergie. Sur ce schéma, il convient non seulement de reporter les voies d'accès, mais aussi les lignes de désir, s'agissant des sentiers créés par les piétons, les véhicules ou les animaux, lorsqu'ils s'écartent des voies prévues et empruntent un chemin plus court, plus facile ou plus agréable. Voilà. Donc le projet de zonage à fleur d'espérance. Ça, c'est nous qui l'avons proposé. Donc, on va vous montrer un petit peu comment on a découpé le terrain en zones. Donc, nous avons raisonné avec 5 zones, étant donné la configuration du terrain et le fait qu'il n'y a pas d'animaux moyens ou grands pour le moment. Cela pourra évoluer dans le futur. Il faudra alors prévoir des parcs et des prés de fauche, par exemple, pour accueillir des ânes, si les propriétaires ont ce souhait. Donc, nous avons en zone 0, donc, les habitats de Antonio, Nadia, le Carter et puis la caravane. En zone 1, on a mis la zone d'accueil avec les huttes de sudation, pas un tipi, donc, puisque maintenant on a mis là une yourte, des WC, etc. Et une petite zone avec constituée du tipi et de la grotte. Ça, c'est la zone 1, c'est la zone d'accueil, le lieu d'activité. En zone 2, donc on a mis un potager, le poulailler, l'ombricomposteur qui sont imbriqués. Donc en zone 3, qui semble plus loin que la zone 2, mais qui est collée, hein, parce qu'en fait, on a voulu intégrer une grande serre où vont être faites les cultures potagères pour permettre d'avoir de l'ombre au niveau des cultures, parce que les cultures, on s'est aperçu que ces temps-ci, elles souffraient beaucoup du soleil. Voilà, donc on a mis une zone 3 collée à zone 2 pour la différencier un petit peu, puisqu'il s'agit d'une serre. Voilà. En zone 3, nous avons aussi la zone de stockage. Et donc, on va y revenir, la ruine qui va être réhabilitée pour stocker les récoltes. Nous avons en zone 4, donc, la forêt, la zone sauvage. Voilà. Je sais pas où l'on dit. Pour réaliser le design comme on l'a mis sur papier là sur le deuxième panneau, on a utilisé plusieurs méthodes. D'abord, la méthode Obredim qui permet de prendre en compte les divers paramètres humains et matériels pour construire le design. O pour observation, B comme pour bordure, il y a toujours plus de diversité quand deux milieux se rencontrent. R pour ressources humaines et naturelles et financières. E pour évaluation, D pour design. I pour implémentation, mise en œuvre et planification financière et temporelle de la transformation du lieu. M pour maintenance, planification de l'entretien sur le long terme du lieu. Nous avons fait en sorte que le projet que nous présentons réponde à des objectifs SMART, c'est-à-dire spécifiques,
Objectifs personnalisés et ciblés, les priorités apparaissent clairement. Mesurable. Objectifs basés sur des faits concrets et des données chiffrées. Accepté. Les parties prenantes sont d'accord avec les objectifs. Réaliste. Les objectifs prennent en compte toutes les forces favorables et défavorables, tant internes qu'externes. Temporel. Les objectifs s'inscrivent dans un planning avec des étapes, des délais et des échéances. Voilà. Ça, c'est pour les méthodes utilisées. Nous avons commencé par les habitats. Les habitats sont dans la zone 0. Donc il y a déjà la présence de Nadia et Antonio et du carter d'Olivier. La proposition, c'est de mettre des lieux pour accueillir 2 à 3 familles sur les planches qui se situent en dessous de la réserve, du réservoir. Pour cela, il y a besoin de débroussailler et viabiliser les planches, sélectionner les résidents en fonction de leurs compétences et de leur envie, et de déterminer la contrepartie qu'ils amèneront s'ils occupent le lieu. Déterminer le statut juridique et la charte issue d'une période d'essai qui va de 6 mois à 1 an. Bien connaître la législation concernant la construction. Nous vous proposons du coup de créer un espace d'accueil pour faire la période d'essai. Donc soit construire un habitat rapide et déplaçable ou facilement démontable, comme par exemple une Algeco. Le rapport qualité-prix est important. C'est une offre de seconde main. C'est rapide à aménager, c'est confortable et c'est facilement déplaçable. Soit la deuxième solution peut être d'utiliser le carter d'Olivier pour le lieu d'essai. Une fois que la période est passée et validée, il faudra prévoir un éventuellement projet de construction au niveau des planches, au-dessous du réservoir. Il faudra également prévoir la répartition de l'eau vers les futures habitations. Pour les habitats déjà présents, il y a la création d'une mare pour récolter l'eau de pluie et peut-être faire une piscine naturelle. Cette eau viendra de la baissière qu'on développera plus tard. Pour l'implémentation, la première année, il faudra prendre 1 semaine pour débroussailler et créer un escalier pour accéder aux différentes planches qui va jusqu'au bas du terrain, donc jusqu'ici. La deuxième année, il faudra débroussailler la 2e planche et la 3e année, la 3e planche. Pour le lieu d'activité qui se trouve dans la zone 1, à côté de la rivière, et on va vous proposer certaines choses et ça permettra d'assurer les rentrées d'argent et d'assurer l'étendité du lieu du point de vue spirituel, thérapeutique et de formation. Pour cela, il faudra créer une structure d'accueil pouvant fonctionner été comme hiver. Donc, nous vous proposons soit d'aménager la terrasse, donc qui se trouve ici, soit d'installer une yourte ou éventuellement un Algeco. Nous sommes partis sur l'installation d'une yourte. Donc, pour cela, les 2 premières années, il faudra déplacer le tipi à côté de la grotte pour les activités bruyantes et à la place mettre une yourte pour les cours d'hiver et le couchage d'été. Les activités d'été se feront sur la terrasse qui sera aménagée. Il est possible de trouver des yourtes de 27 mètres carrés avec plancher à partir de 5 500 € sur Internet. La 3e année, il faudra déblayer la grotte, donc ici, pour avoir un lieu de méditation. Donc moi je vais vous parler de la zone 2, c'est-à-dire la zone qui nécessite une présence assez fréquente des habitants du lieu. La zone 2, c'est le potager, le poulailler et le lombricomposteur. Donc le potager pour l'instant il fait 360 mètres carrés, c'est cette planche qui est ici. On propose de doubler sa surface en récupérant la planche sur laquelle sont actuellement les poules et on déplace les poules sur la 3e planche qui est en dessous. Donc ça ferait 720 mètres carrés de potager, plus installer une serre sur la planche qui se trouve à l'est du bassin. La planche fait 500 mètres carrés, donc la surface de la serre sera en fonction des opportunités d'achat de matériel d'occasion. On peut donc aller jusqu'à 500 mètres carrés, ce qui permet une production assez importante.
Pourquoi une serre? Parce qu'on s'est aperçu que depuis quelques années, il y a un très fort ensoleillement et il y a des légumes comme les courges, les courgettes et poivrons et voilà ce genre de plantes qui souffrent beaucoup d'un fort ensoleillement. Donc il faut un peu les protéger. Donc voilà, le potager, c'est sa fonction clé, c'est de fournir de la nourriture pour les habitants et les poules, produire de la matière organique. Il a un certain nombre de besoins, engrais, des graines évidemment au départ, de la paille, du fumier, du compost, du broyat, de l'eau, surtout en ces périodes de sécheresse où la terre est assez compacte, de l'outillage, de la main-d'œuvre humaine, un endroit pour pouvoir nettoyer les légumes, créer des chemins pour pouvoir passer avec des brouettes ou des motoculteurs, et des ombrières pour protéger les cultures du coup de soleil de midi 14h en plein été. Pour l'instant, il est prévu que entre 4 et 6 personnes travaillent à tour de rôle sur le terrain, donc ça devrait largement suffire pour entretenir le potager et la serre. Pour l'eau, alors on a prévu une baissière pour alimenter le potager. Pourquoi? Parce les habitants ont un jour oublié de fermer un robinet. Et ils se sont aperçus que l'eau circulait très rapidement et très facilement sur ces 2 premières planches. Donc on propose une baissière. Je vais vous expliquer en 2 mots comment ça fonctionne. Le principe classique d'une baissière, voilà, c'est de creuser un canal en travers d'une pente pour récupérer les eaux pluviales. L'eau stagne dans le canal et ensuite elle se diffuse lentement et alimente les végétaux. La diffusion se fait à peu près sur une dizaine de mètres tout autour du canal. Voilà, là vous avez une vue d'avion, la pente, la baissière, l'eau qui se diffuse sur 10 mètres et éventuellement un trop-plein. Alors ici, c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas de pente. Au-dessus du potager, il y a une route, c'est plat. Par contre, on n'a pas besoin de récupérer l'eau de pluie puisqu'on a le trop-plein du bassin qui se trouve ici et qui coule toute l'année puisque la source produit plus d'eau que ce que les habitants consomment. Donc on propose voilà un système comme ça. Là, il y a la route. On creuse la baissière ici, on fait un talus entre la route et la baissière pour protéger, et on met un tuyau qui alimente la baissière. Donc voilà sur le plan, ça se présenterait comme ça, bassin, le tube qui alimente la baissière a elle-même un trop-plein, le trop-plein alimentant la petite mare qui sera implantée sous les habitations à ce niveau. Voilà. Donc, il faut prévoir dans les travaux, déplacer le poulailler sur la planche d'en dessous, faire une zone, un évier là, un bac pour nettoyer les légumes, et l'implémentation. Donc, première année, faire venir une pelle mécanique pour creuser la baissière. On pense qu'un jour de travail, un jour suffira largement. Et la mise en culture de la planche du dessous, donc créer des chemins, créer un chemin longitudinal, des petits chemins transversaux. On a prévu des espaces d'à peu près 6 mètres carrés avec des petits chemins qu'on pense recouvrir de broyats de bois pour favoriser l'implantation des champignons. Et ensuite, au niveau de la serre de culture, la grande serre, il faudra prévoir une alimentation en eau et un système de goutte à goutte. Voilà pour le potager. Le poulailler, donc le poulailler sera ici, à peu près 300 mètres carrés, et une deuxième zone, malheureusement séparée du poulailler d'origine par la piste, qui sera sous la serre dans le futur verger, où les animaux auront eux-mêmes encore à peu près 600-700 mètres carrés de parcours. Donc là, le premier poulailler ici.
Donc, les fonctions d'un poulailler. Donc, c'est déjà produire de la nourriture, nettoyer les cultures, puisque les animaux mangent les fruits qui sont tombés et les insectes, et produire de l'engrais. Besoin d'un poulailler, de la litière, du foin, de la paille, de la sciure, du bois, du carton, ça c'est un peu, surtout de la nourriture éventuellement. Donc la nourriture, l'intérêt, c'est que le terrain soit à peu près autonome en nourriture, qu'on soit pas obligé d'acheter des graines. Donc il y a les déchets du potager, les vers du lombricomposteur, les déchets de table, les insectes présents sur les parcours. Il faudra prévoir un abri, pondoir, perchoir, des ombrières et des protections contre les animaux sauvages, renards, fouines, buses, et de la main-d'œuvre pour un nettoyage régulier et le ramassage des œufs. Donc l'organisation du poulailler sur cette planche. Un abri en dur qui servira de pondoir et d'abri pour la nuit, avec un parcours grillagé et une porte automatique entre les deux pour que les poules puissent sortir dès que le soleil se lève et rentrer dès que le soleil se couche. Et ensuite, un parcours qui lui sera ouvert manuellement tout autour des actuels panneaux solaires. Et le deuxième parcours, qui est dans le verger, et pareil, qu'il faudra protéger avec une clôture électrique pour les animaux sauvages. Pourquoi avoir mis les poules au niveau des panneaux solaires? Les poules au niveau des panneaux solaires. Alors, premièrement, parce que c'est près de l'habitation, comme il faut y aller régulièrement, c'est plus simple. Ensuite, les panneaux solaires feront de l'ombre aux poules, qui n'aiment pas trop le soleil en été. Les poules vont nettoyer le terrain. Et puis, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Alors, nombre d'animaux. Sachant que pour qu'un animal, une poule ou un autre volatile soit heureux, il y a une surface minimum à consacrer par animal. On a pensé qu'il fallait à peu près 40 mètres carrés par poule. Pour les canards et les dindons, c'est plutôt 200 mètres carrés. Donc on pense pouvoir mettre à peu près 10 poules, 2 ou 3 canards et un dindon, sachant que, comme il leur faut beaucoup plus de place, ils seraient implantés un peu plus tard dans le verger. Au niveau de l'implémentation, l'année 1, fabriquer les abris ici au niveau des panneaux solaires, à peu près une semaine de travail. Et la deuxième année, fabriquer un second abri dans le verger pour les canards et les dindons. Et protéger le parcours. Et maintenant, il existe avec un grillage électrique, par exemple. Voilà, deuxième élément de la zone 2, le lombricompost, qui se trouve dans le poulailler, troisième élément, pardon, qui se trouve dans le poulailler devant la serre à semis. Donc, sa fonction, c'est essentiellement de produire des protéines pour les poules, des beaux petits vers rouges, de l'engrais, et s'il y a du surplus de vers, commercialiser les vers. Il a besoin de fumier, de déchets produits par les habitants, et il a besoin d'être construit, sachant que les briques sont déjà sur le terrain. Prévoir au-dessus du lombricomposteur une pergola. On pensait à des kiwis. L'avantage du kiwi, c'est qu'il fait de l'ombre l'été et il laisse passer la lumière l'hiver. Parce que les vers sont quand même des animaux qui craignent beaucoup la grosse chaleur d'été. Au niveau de l'implémentation, on pense qu'en 2 jours, comme le matériel est déjà sur le terrain, il peut être construit assez rapidement. On passe à la zone 3. La zone 3, c'est le verger. Donc le verger, il sera en 2 parties. La plus grosse partie, c'est ici, la grande planche d'à peu près 650 mètres carrés qui sera sous la serre. Et une petite partie d'environ 50 mètres carrés au-dessus du carter. Donc, fonction clé d'un verger, produire des fruits, produire de l'ombre, du bois, du bien-être, des abris pour les oiseaux,
améliorer le sol et éventuellement, quand il y aura assez d'arbres qui feront beaucoup de fleurs, implanter des ruches. Au niveau de ses besoins, de la main-d'œuvre, du savoir-faire pour planter, tailler, récolter, des moyens de transport pour amener les arbres à planter et surtout pour ramener les fruits en espérant qu'il y ait une grosse production assez rapidement, du matériel, de l'outillage, des outils de coupe, échelle, des waterbox, j'y reviens dans quelques secondes, des outils de transport, brouettes, motoculteurs, et prévoir une protection contre le gibier. Des amendements, de l'engrais, du broyat, de l'eau évidemment, un séchoir solaire pour faire sécher les fruits quand il y a besoin. Je reviens brièvement sur la protection contre les cervidés. Ici, nous avons beaucoup de cerfs et de biches qui adorent manger les bourgeons. Donc, il sera impératif de clôturer la totalité du verger sur une hauteur d'au moins 2 mètres. Le plus économique pour nous, c'est de faire une clôture électrique avec des poteaux en bois. On a à peu près électrificateur compris, poteaux en bois, câbles, sur à peu près, on a calculé, ça fera 160 mètres de longueur. Il y en a dans les 1000 euros d'investissement. Au niveau des arbres déjà présents, il y a des néfliers, des pruniers, des figuiers, des amandiers. Il y aura la place de planter à peu près 25 arbres à choisir dans la liste pommiers, pêchers, abricotiers, cerisiers, kakis, noyers, nectarines, grenadiers, qui sont des arbres qui poussent très bien sur le terroir de Sospel. Et pensez à des arbres fixateurs d'azote, un arbre fixateur d'azote pour trois fruitiers, févier, robinier, aulne blanc, albizia, glycine. À noter que les arbres fruitiers viendront principalement de pépinières locales qui ont des arbres qui poussent bien sur Sospel. Je reviens brièvement sur la méthode que nous allons utiliser pour planter les arbres. Méthode qui a le double avantage d'avoir une faible mortalité dans les arbres plantés et d'économiser de l'eau. Voilà la waterbox. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. On prépare un trou un peu plus grand que la boîte en plastique. C'est une boîte en plastique réutilisable. On plante son arbrisseau petit et on met la waterbox par-dessus, le sol étant à peu près à ce niveau. La waterbox, comme son nom l'indique, c'est une box qui contient de l'eau. Donc la méthode, la veille de la plantation, dans le trou, on met 40 litres d'eau pour amorcer une colonne d'eau. Le lendemain, donc on plante son arbrisseau, on met la waterbox, on remplit d'eau, on ferme, et on a mis à peu près 20 litres d'eau là-dedans. Et ensuite, on ne peut oublier notre arbre. Si ce n'est qu'il faut quand même penser venir de temps en temps à désherber tout autour, parce que comme il y a beaucoup d'eau, ça fait pousser l'herbe. Le principe, c'est qu'il y a eu déjà une première colonne d'eau la veille de 40 litres, plus ici une réserve de 20 litres avec une mèche qui fait une colonne d'eau. Et la racine pivot de l'arbre va descendre très facilement dans la terre humide jusqu'à trouver la nappe phréatique. Ensuite, ici, vous voyez, il y a des rainures qui amènent l'eau de rosée dans des tubes qui alimentent la waterbox. En principe, il n'y a plus besoin de la re-remplir pendant 1 an. Voilà, au bout d'1 an, l'arbre a un petit peu poussé, mais il a surtout poussé en dessous. Il suffit d'enlever la box, on peut la réutiliser pour l'année prochaine. Lui, logiquement, il n'a pas fait ça, hein, il est resté planté. Voilà. Et on peut la réutiliser. Voilà, économie d'eau, 60 litres en principe, au départ, et pour 1 an, on n'a plus besoin de réarroser l'arbre.
Donc moi, je vais vous parler de l'espace de stockage, qui est la ruine existante sur le terrain et cadastré qui se trouve là, à côté de la Grande Serre. Elle est en zone 3. Donc c'est une ruine qui fait 20 mètres carrés sur 2 niveaux. Sa fonction sera de stocker les récoltes, de stocker les produits transformés et les matières premières alimentaires pour les humains et les animaux. Donc quels seront les besoins de cet espace? Déjà, il faudra restaurer la ruine, l'isoler, y mettre des étagères et prévoir des contenants hermétiques. Il faudra prévoir, donc il s'agit d'une construction en pierre en très mauvais état. Le plus prudent et le plus simple semble d'abattre l'existant et récupérer les matériaux pour reconstruire. S'il n'y a pas assez, le restant du bâti pourra être constitué de matériaux récents et neufs. Les besoins des différents végétaux seront très différents. Lumière, humidité, etc. Il serait peut-être pertinent de laisser au moins une partie du sol en terre battue, le premier niveau étant un plancher classique. Au niveau de l'implémentation, on peut le prévoir à partir de la 3e année pour sa rénovation et sur 4 ans pour le temps d'avoir une production importante. Voilà. Alors, je vais vous parler de l'eau. Pour les apports en eau, il y a une source à débit constant se déversant dans un bassin de 20 mètres cubes avec trop-plein. Ce bassin permet d'alimenter les habitations, les cultures et l'espace d'accueil. Il y a aussi une rivière en bordure du terrain et la possibilité de récupérer l'eau des toitures. Les besoins en eau sont pour les habitations, avec la douche, les boissons après filtrage, le linge, la vaisselle, le ménage, les animaux, le potager, le verger et les travaux comme la maçonnerie. Il faudra prévoir d'alimenter le verger en privilégiant la waterbox qui a été très bien expliquée par Jean-Philippe. Mais il faudra aussi installer une arrivée d'eau pour la serre et le verger pour l'arrosage des arbres légumineux plantés sans waterbox. Il faudra alimenter les nouvelles habitations et le potager sera alimenté, lui, par la baissière. Pour l'implémentation, tout se fera la première année en creusant la baissière et la mare avec la pelle mécanique et créer l'alimentation en eau de la serre et du verger. Pour les voiries, nous avons le chemin automobile où il faudra réfléchir à un système écologique et peu onéreux pour lutter contre les ornières et la boue, comme du gravier, des plaques alvéolaires. Au niveau du parking, ici, il faudra l'agrandir jusqu'à hauteur du bassin en prévoyant au bout une zone de décharge et de stockage pour le fumier et le broyat. Il y a aussi un autre parking de 40 mètres où il peut être accueilli environ 10 voitures. Pour la circulation automobile, à ce niveau-là, il faudra créer un accès voiture dans le virage de la route de Nadia et Antonio pour desservir la deuxième planche où il y aura éventuellement l'Algeco. Pour les chemins piétons, il faudra réhabiliter le chemin de l'ancienne ruine pour pouvoir avoir un accès piéton entre le parking du virage et la propriété. Créer un escalier entre le réservoir, les futures habitations et qui va jusqu'au bout du terrain en suivant le tuyau d'eau déjà existant. Il faudra créer un escalier entre le potager et le chemin chez Olivier, donc ici. Et entre le potager et le poulailler, il faudra aussi créer des chemins. Pour l'implémentation, la première année, il faudra faire les escaliers du potager jusqu'au poulailler qui prendra 3 jours, du potager jusqu'à chez Olivier qui prendra 2 jours, et il faudra débroussailler le chemin de la ruine en 1 jour.
Et la deuxième année, créer l'escalier qui va directement vers le bas. Ça peut prendre 1 mois. Et l'accès en voiture dans le virage de Nadia et Antonio. Voilà, maintenant vous avez bien rêvé. Hein, vous avez des beaux plans, des beaux dessins. Maintenant, on va partir sur la fin du projet qui est la maintenance. C'est-à-dire tout le travail qu'il va falloir faire pour que ce beau projet continue à vivre pendant des années et des années. Alors, il va falloir être souvent sur le terrain parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Des débroussaillages réguliers, les bords des chemins, les ronces dans le verger, les talus, sous les clôtures électriques. Tant qu'on est dans le verger, il faudra penser à la taille de formation pour les arbres récents, taille de production, éliminer les drageons, les branches mortes, refaire de temps en temps des tailles de fructification, les soins aux animaux, vérifier régulièrement les parasites, éventuellement les maladies, faire peut-être des traitements préventifs, l'entretien des murs en pierre sèche. Il y a pas mal de murs qui sont pas très hauts, mais il y a une bonne méthode pour augmenter la méthode de vie, la durée de vie des murs en pierre sèche, c'est de prendre une grande planche, une massette, et de taper sur le mur pour réenfoncer un petit peu les pierres. Donc ça prend aussi pas mal de temps, ça. Il faut le faire assez régulièrement. L'entretien des habitations, l'azur et le bois, le badigeon des carters, l'entretien des huisseries. Comme il y a beaucoup de forêts, ça permet d'avoir du bois de chauffage, il faut entretenir la forêt. Surveillance des tuyauteries et des fuites, surtout l'hiver avec le gel, faire fonctionner régulièrement les robinets, vérifier les fuites au niveau des raccords. Pour les clôtures électriques, débroussailler sous les fils, vérifier les isolateurs, les éventuels courts-circuits, vérifier la corrosion des raccords. Maintenir l'outillage, affûter les chaînes de tronçonneuses, graisser les renvois d'angle des débroussailleuses, vérifier, vidanger les réservoirs en fin de saison, nettoyer les filtres à air, nettoyer les outils de jardin, l'entretien du bassin, refaire l'enduit étanche à l'intérieur assez régulièrement, l'entretien de la zone d'accueil, mettre à l'abri des intempéries les objets fragiles, démonter le tipi tous les hivers, le remonter au printemps, l'azurer le bois, nettoyer à fond la cuisine en fin de saison, débroussailler la zone de camping, la zone basse au niveau de la rivière et la plateforme du carter. Vérifier régulièrement les zones de pédophytoépuration. Et dans le potager, pensez, comme on est en zone argileuse, pensez à nourrir le sol pour conserver notre complexe argilo-humique. Donc mettre de l'engrais, du broyat, de la tonte, de la paille régulièrement. Et remettre du broyat sur les petits chemins là pour favoriser les champignons. Et enfin, le traitement des récoltes, qui peut prendre beaucoup de temps pour récolter et pour conserver les récoltes. Donc, il y a plusieurs méthodes. Faire des conserves, des bocaux de lactofermentation, déshydrater avec un séchoir solaire et conserver les fruits frais de garde comme les pommes, les carottes, les pommes de terre, les courges, les navets, les poires, les betteraves. D'où l'importance de l'espace de stockage. Il faudra prévoir un matériel spécifique, du matériel de transport, brouettes, des séchoirs solaires, des stérilisateurs, des bocaux, des grilles de séchage, des cagettes, des bacs de stockage résistants aux rats, qui sont assez nombreux à la campagne. Et prévoir des consommables, les joints en caoutchouc ou des capsules pour les bocaux, les étiquettes, les sachets et de l'énergie qui sera fournie par les panneaux solaires déjà existants. En conclusion, je vais parler d'une zone qui n'est pas mentionnée sur le plan. C'est la zone 00. Qui c'est qui connaît ce qu'est la zone 00? Eh ben, je vais vous dire. La zone 00, c'est notre être, notre propre vie. Voilà. C'est la partie principale de la permaculture où se rejoignent les activités respectives des habitants du lieu. Voilà.
La seule décision éthique est de prendre la responsabilité de sa propre existence et celle de ses enfants. Prendre la responsabilité de notre existence signifie devenir plus conscient de nos choix et actions. En cela, la permaculture est une vraie philosophie de vie. Lorsque nous faisons le design de notre vie, la santé doit recevoir toute notre attention. Une des clés des conceptions efficaces de tout système est l'équilibre dynamique. Tout dans la nature est en mouvement. Notre corps doit bouger pour rester en bonne santé. Prendre conscience de nos propres rythmes est une partie importante de tout processus d'autoconception. Pour concevoir le design de sa vie, on peut scinder le sujet en plusieurs domaines, comme on le fait pour un jardin. La nourriture, l'eau, l'exercice, le logement, l'énergie, les déplacements, les relations, les communications. Faites de petits changements et réfléchissez à leur efficacité. Prenez en compte vos potentiels et vos limites. Un mode de vie juste implique de fournir quelque chose de valeur à la grande communauté dont nous faisons partie. Un indicateur fiable pour vérifier que l'on est sur la bonne voie, c'est de suivre notre enthousiasme. Pour vous inspirer, voyez comme la nature regorge de certaines formes de confiance. Si un arbre ne perdait pas ses feuilles à chaque automne, de nombreux organismes du sol manqueraient de nourriture et cela affecterait toute la chaîne alimentaire à son tour. L'arbre ne bénéficierait plus d'autant de ces nombreuses créatures qui enrichissent le sol et la vie. Dans son ensemble, serait plus difficile. La richesse ne provient pas du niveau absolu des ressources d'un écosystème dont un écosystème dispose, mais de l'intensité avec laquelle elles y circulent. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et merci à Olivier pour tout ce partage de savoir. Ben voilà, c'était pas si difficile que ça. Hein. Ils ont eu peur. Hein. Ils ont vraiment eu peur. Mais voilà, c'est parfait. Donc vous l'avez compris, hein, un design n'est pas quelque chose de figé. Hein. Ils ont travaillé là-dessus pendant 1 an et il y a eu des changements pendant l'année aussi. Donc il y a des choses qui peuvent être encore transformées par rapport au début du design. Le design donc permet principalement à éviter un maximum d'erreurs à faire. Tout est posé et donc là c'est vraiment génial parce que une personne qui apprend à faire son design de terrain, eh bien il va minimiser les erreurs par la suite et donc minimiser aussi l'énergie qu'il risquerait de perdre. C'est un outil très puissant. Et le permaculteur n'aime pas perdre son temps et son énergie comme les animaux dans la nature. Et on nous dit parfois fainéant en tant que permaculteur parce que on veut ne pas perdre d'énergie. Eh bien oui, moi ça me plaît bien. Ça me plaît bien cette idée-là de dire moi je suis peinard, j'ai créé mon terrain, ça m'a demandé beaucoup d'énergie au départ, mais grâce à mon design par la suite, je suis peinard. Et donc ça c'est vraiment l'outil puissant donc du design. Voilà, je remercie cette joyeuse équipe d'avoir participé à ça. On a passé vraiment de très bons moments ensemble. Et voilà, pour la suite, si d'autres équipes veulent se former, eh bien je suis partant. Ciao.